Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 builders, à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un builder. Je suis Romain Milon, j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à 2 personnes autour de vous. Bonne écoute. Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, je reçois Maxime Lemand. Il est CCO et associé d'Unblocked, qui lance notamment en ce moment la solution Consent Chain. Alors, je suis hyper content de recevoir Maxime parce qu'il y a quelques mois, j'étais en jury chez Alira Blockchain School et Maxime était parmi les personnes qui soutenaient leur projet. Et donc voilà, je suis ravi de l'accueillir aujourd'hui dans le podcast parce que c'est maintenant un builder et voilà, on va passer un très bon moment ensemble sans aucun doute. Comment tu vas, Maxime? Écoute, bonjour Romain et bonjour tout le monde. Je vais très bien. Merci également de me recevoir sur ce beau podcast. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de passer de souteneur pour la formation à l'IRA à en face de toi sur un beau podcast en quelques mois, donc en 8 mois, parce qu'on a fait effectivement, t'étais mon jury fin décembre, donc en 8 mois ça a beaucoup bougé. Et écoute, je suis extrêmement content de partager mon histoire avec toi sur ce beau podcast. Yes, carrément. Bah écoute, en tout cas c'est partagé. Alors bon, comme tu le sais, je sais que tu es un auditeur fidèle. Voilà, on va tout de suite commencer par la première question habituelle, qui est voilà, qu'est-ce que tu faisais justement avant d'arriver dans le Web3? Moi, j'ai pas du tout un parcours de base. Je suis ingénieur, donc je vais raconter un tout petit peu mon parcours universitaire, scolaire, juste voilà pour contextualiser. Mais bon, j'ai un DUT en génie thermique et énergie. J'ai ensuite fait une école d'ingénieur spécialisée dans les énergies renouvelables pardon, et le thermique du bâtiment, on va dire. Donc, je m'orientais vers vraiment un métier opérationnel d'exploitation dans tout ce qui est construction et bâtiment. À la suite de ça, j'ai intégré rapidement donc Vinci, une grosse société française qu'on connaît dans la construction. Et je faisais notamment de la gestion de portefeuille de bâtiments. Donc j'avais une vingtaine de personnes sous ma coupe en management et je gérais des portefeuilles allant de 1 à 2 millions pour tout ce qui était de la rénovation, de la construction ou ce qu'on appelle de la maintenance multitechnique. Donc j'ai une formation de base ingénieur, j'ai fait énormément de terrain et petit à petit du coup je suis arrivé au Web3, mais pas du tout, pas d'informatique. J'avais toujours une petite appétence depuis tout petit parce que j'aime bien les jeux vidéo et du coup, ingénieur construction, on va dire, pour ma petite histoire avant le Web3. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler de ta transition vers le Web3 parce que finalement tu avais un parcours tout tracé, tu as fait voilà une école d'ingé, tu as bossé dans des grands groupes et j'imagine que tu avais une carrière sympa qui s'annonçait, management déjà d'équipe et tout assez tôt. Donc voilà, c'était quoi ta découverte du Web3? Alors, ça s'est fait simplement grâce à un ami qui est maintenant bien ancré, même très bien ancré dans l'écosystème. C'était en 2019, si je dis pas de bêtises, c'est ça, début 2019. Et en fait, j'ai rencontré cet ami via une personne. On allait, je m'en rappellerai toujours, on allait au Touquet, à côté du Touquet, donc en France, dans le nord de la France. Et je le connaissais pas du tout. Et on s'est lié d'amitié parce qu'en fait, on avait à peu près le même humour, la même vision des choses, le même constat, on va dire, de la vie en général. Et en fait, on a passé littéralement la soirée ensemble autour d'un barbecue. Et cette personne a commencé à me parler de la blockchain. Et il m'a expliqué en long, en large et en travers ce que c'était la blockchain, les crypto-monnaies. Bon, il n'y avait pas encore le terme Web3 à l'époque, c'était un peu, c'était les tout débuts de Web3, mais il m'avait pas cité Web3, on va dire. Ça s'est démocratisé, en tout cas le terme en tant que tel s'est démocratisé un peu après. Il m'a donné rapidement un cours de blockchain dans les grandes lignes, mais lui notamment voulait que je regarde
l'aspect un peu financier, spéculatif, parce que j'aimais bien un peu moi boursicoter droite à gauche dans du non Web 3 hein, du coup. Et il m'a expliqué en 1 heure la blockchain. Moi, pas trop j'ai pas un historique de matheux, j'ai pas un historique d'informaticien, donc je comprenais un peu les grandes théories au niveau de la supply, au niveau euh, des mécanismes un peu financiers qu'il y avait derrière une blockchain, mais la pure technologie, je la comprenais pas trop. On a switché vite fait vers un peu le côté spéculatif, toujours autour de ce barbecue en une soirée. Et en fait, on a fini à 4-5 heures du matin et on discutait. Le lendemain, on a renchéri, il m'a expliqué, il m'a un peu guidé dans l'écosystème. Et le soir même, on est rentré donc au bout de 2 jours de week-end. Et le soir de mon retour, j'ai été piqué. J'ai commencé à ouvrir beaucoup d'articles, j'ai commencé à lire beaucoup de data. J'ai commandé directement un livre sur Amazon sur la blockchain. Je me suis inscrit à une plateforme qu'on connaît, donc Binance. J'en fais pas la promotion, mais c'était la plateforme entre guillemets de l'époque assez accessible. Et du coup, depuis début 2019, j'ai pas réussi à m'en détacher. Et bien heureusement du coup parce que ça me mène où je suis. Et en fait, pendant les 3 premières semaines, j'essayais de vraiment extraire ce côté spéculatif, essayer d'en tirer. Hein. Je me suis très rapidement mis sur Twitter, etc. Les fameux To the Moon, fois 1000, etc. Bon, j'ai compris que c'était pas du tout possible. Et je me suis dit bon, je vais pas arrêter là. C'est dommage. J'ai pas trop compris la tech, mais ça avait l'air d'être intéressant, surtout dans un contexte. Bon voilà, moi j'ai pas trop connu la crise de 2008, mais via mon père et mon entourage, je l'avais compris. Donc je me suis dit mais si c'est là, c'est qu'il y a quelque chose. Si la technologie blockchain, on en parle autant et que le mécanisme derrière est viable, c'est que la tech derrière tient quelque chose. Et très vite, du coup, je me suis formé. Je me suis formé tous les soirs, donc en continuant mon travail, du coup, chez Vinci, du coup. 3-4 heures par soir, hein, 3-4 heures par soir de veille, de compréhension. Donc, je suis d'abord passé par Bitcoin, après, très vite sur Ethereum. J'ai commencé à explorer tout l'écosystème. Et c'était voilà mon grand saut dans le dans le Web 3 pardon, et le commencement de cette belle aventure qui m'a amené du coup ici à l'IRA et ici du coup. Donc ça voilà, c'est mon entrée sur le Web 3, c'est assez anecdotique parce que je m'en souviendrai toujours, le fait d'être autour de ce barbecue, d'en discuter. Je lui ai posé énormément de questions sur les mécanismes un peu financiers qu'il y avait derrière. Et depuis, je remercie grandement cette personne. Alors je vais pas trop le citer parce que je pense pas qu'il qu'il soit d'accord, mais bon, c'est une personne très connue de l'écosystème et je le remercie énormément parce que grâce à lui, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire. Écoute, super. De toute façon, ça se fait souvent, voilà, par quelqu'un qu'on connaît, un ami, voilà, un collègue de travail qui nous en parle. Et puis après, soit on a la fibre, ou on l'a pas, on digue. Et puis tout ça se fait naturellement. Pour revenir à ton parcours, bon, on voit que tu as énormément digué, je pense beaucoup plus que la moyenne. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis ça y est, là, je franchis le pas, je vais me lancer professionnellement et je vais, voilà, faire une formation certifiante et je vais ensuite être, voilà, un builder et bosser ou voilà, être associé dans un projet blockchain en particulier. Eh ben écoute, ça s'est fait un peu sur la longueur. En fait, très vite, j'ai découvert un projet. Encore une fois, bon, j'en fais pas du tout la promotion, mais c'est un projet de cœur, on va dire. Donc c'est Saito, c'est une blockchain de Layer 1. Bon, c'est un certain mécanisme, c'est un nouveau consensus. Je suis pas là pour l'expliquer, mais très vite, j'ai découvert en fait ce projet qui est sorti en alors, ça date de 2018. Moi, je l'ai découvert très tôt, début 2020, on va dire. J'ai creusé ce projet, j'ai commencé à administrer le groupe Telegram français, j'ai commencé à me rapprocher en fait des 2 fondateurs et petit à petit, je me mettais de plus en plus dans des communautés, sur du Discord, sur du Telegram. J'ai aidé aussi une communauté sur un projet Metaverse qui continue toujours. Et en fait, je les aidais. Je les aidais pas tant sur le côté tech ou le côté à faire avancer le projet, mais voilà, je donnais mon feedback quand il y avait des versions test, j'allais tester, je gérais la communauté, je faisais 2-3 événements pour la communauté. J'ai notamment traduit le white paper du fameux Saito en français. Voilà, j'ai participé à 2-3 amas et c'est moi qui lidais
du coup Lama avec les deux fondateurs et la communauté. Donc en fait très vite j'ai été pleinement et bien accueilli parce que je tiens à le dire, la communauté Web3 est très, enfin ultra bienveillante. Tout le monde a envie de s'entraider. Il y a des cas particuliers, mais comme partout. Mais j'ai en tout cas depuis que je vis dans le Web3, on a cette impression de toujours vouloir aider, de toujours vouloir se challenger, mais d'une façon bienveillante. Et en fait, de fil en aiguille, 2020, 2021, 2022, je gérais ces groupes, j'apportais entre guillemets beaucoup à la communauté. Je participais à des amas, je conseillais à droite à gauche, j'aidais d'autres projets aussi à avoir une vision un peu plus Web3. Alors j'étais pas officiellement conseiller, mais je leur disais quelques tips, comme on dit, astuces pour mieux avancer dans cet écosystème. Et toutes mes connaissances, qu'elles soient françaises ou internationales, du coup via ces projets, me disaient mais Maxime, fonce quoi. Enfin, tu connais l'écosystème. Bon, t'es pas dev, c'est pas grave. On n'a pas forcément besoin que de dev dans des écosystèmes et dans des projets. Donc, écoute Maxime, pourquoi tu te mets pas à 100%? La question, tu sais, c'est un peu des deadlines que tu as en tête comme ça, que tu t'en souviens, mais tu t'en souviendras jusqu'au bout. Moi, c'était début 2022 en fait, où j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, Maxime, enfin c'est dommage, là, tu t'es investi à 100% dans le Web 3, ton boulot à côté, Web 2, tu commences à t'en détacher, donc pourquoi tu fais pas le saut pleinement? Bon, j'ai un peu réfléchi, je suis un peu de nature conservatrice et protectrice dans le sens où j'avais mon salaire, j'avais mon management, en soi je me plaisais dans le boulot, mais au plus profond de moi, je me couchais, je me réveillais un peu déçu de pas être pleinement dans le Web 3 et du coup je me suis renseigné, je voulais pas tout de suite trouver un travail sans avoir un certificat, une formation à l'accès à une plus grande communauté. En fait, je m'étais formé un petit carnet d'adresses, mais pour moi, c'était pas assez suffisant pour vraiment se lancer avec un projet. Donc, j'ai regardé ce qui se faisait et j'ai vu Alira. J'ai vu Alira et je me suis dit, c'est le bon Graal, c'est un peu le milestone à atteindre pour moi personnellement pour ensuite switch directement à 100% dans le Web 3. Donc c'est là où j'ai pris la formation à l'IRA donc en consultant en blockchain parce que la DeFi, j'aime bien les chiffres, mais je préférais quelque chose de plus généraliste. Et voilà, en toute honnêteté, alors les formations à l'IRA sont très bien et je le conseille vraiment à tout le monde, mais c'était plus un peu pour l'accès au réseau parce que je considérais que personnellement j'avais assez creusé, digué la blockchain. Et la formation de dev, je suis pas dev, donc j'ai pris la formation consultant, 3 mois et demi, et en fait, entre guillemets, le Graal, fin décembre, j'ai eu cette certification, et ça m'a permis d'avoir ce switch dans ma tête en me disant, ça y est, t'as mis la cerise sur le gâteau, t'as accès à une grande communauté, t'as renforcé, t'as assuré et t'as validé tes connaissances via la formation à l'IRA. Du coup, t'es prêt. Maxime, t'es prêt, vas-y, fonce. Et au 1er janvier, quasiment tout début janvier, on va dire que j'ai officialisé mon temps plein, on va dire, dans le Web 3, notamment du coup en devenant CCO d'Unblocked, avec Patrice Van de Velde qui est le CEO et fondateur, et Yosra Elal qui est la cofondatrice et la CTO, sachant qu'avec eux, on se tournait autour un peu à partir de septembre 2022, donc au même moment où j'ai intégré à l'IRA, j'étais un peu plus en mode shadow, quoi. J'étais sur leur Discord, je les aidais à droite à gauche, je faisais un peu de veille technique pour eux. On se voyait, mais sans officialiser le poste. Et du coup, depuis début janvier, on l'a officialisé. Et moi, j'ai fait le grand saut dans ce Web 3 à 100%, du coup. C'était, on va dire, la meilleure décision de ma vie. En tout cas, pendant ce temps, je regrette pas. Écoute, excellent en tout cas, merci pour toutes ces explications et voilà, j'en profite aussi pour saluer Daniel de chez Alira puisque ça a été un des premiers invités du Ouais. podcast aussi, puis je crois que toi Maxime du coup tu es passé il y a quelques semaines dans son talk du lundi. Voilà, qui est très prisé et je sais qu'il a beaucoup d'attentes. Et puis avant qu'on passe justement à la suite de ton parcours, je voulais aussi rebondir sur ce que tu disais sur voilà comment tu étais rentré dans le Web 3, on va dire de manière professionnelle, avec voilà ce fameux projet dans lequel voilà tu t'es rapproché des cofondateurs. Ça, je pense que c'est un des meilleurs conseils qu'on peut donner, c'est quand vous avez envie de bosser dans le Web 3,
quand vous suivez des projets, n'hésitez pas, voilà, à être actif dans les Discord, à proposer votre aide, voire à essayer de discuter avec l'équipe. Et c'est un premier moyen, voilà, d'y aller, de mettre un premier pied et de pas non plus y aller, voilà, à fond tout de suite parce que voilà, c'est risqué. Il faut s'essayer et c'est un très bon moyen, voilà, de faire des fois des petites missions pour ensuite, voilà, confirmer qu'on a vraiment envie d'aller à fond dans l'écosystème et de devenir un builder à part entière. Donc maintenant, on va passer du coup voilà, à la suite de l'interview. Peut-être maintenant, je pense que c'est le bon moment. Tu peux nous parler justement voilà, d'Unblocked et puis du projet que vous êtes en train de lancer de manière forte en ce moment qui s'appelle Consent Chain. Tout à fait. Alors rapidement, Unblocked, c'est une agence spécialisée en technologie blockchain. Donc on ne prend que des projets avec la tech blockchain derrière. Elle a été créée par Patrice Van de Velde du coup en 2019 avec Yosra Ella à l'époque. Unblock, voilà, très très simplement, nous on a une équipe de développeurs. Euh, on prend le besoin des clients, donc il y a un peu de prospection, il y a un peu du venant, etc. Donc on interroge les besoins de notre client, on cadre le projet et du coup effectivement ses besoins avec lui, on montre un cahier des charges, on fait un peu de l'avant-projet en fait. Je vais me recoller à des mots un peu plus spécifiques de l'avant-projet avec eux. Ensuite on transforme cet avant-projet en dialogue technique, c'est-à-dire que nos équipes de dev elles vont nous aider à construire le schéma et à retranscrire les besoins du client purement en mode dev. On valide avec lui le cahier des charges avec le client et ensuite on passe à la phase de développement, de mise en production en fait. Et ensuite après on a ce fameux un peu service après-vente. On a un exemple très très simple, hein, c'est le premier drop du Genesis Pass de chez Lacoste, donc en juin 2022. Par exemple, on a fait l'application décentralisée, on a fait le smart contract, on a fait l'hébergement, on a fait un petit audit. Donc voilà. Donc nous, Unblocked, en tout cas, on est purement et simplement sur la partie infra et tech. Tant que c'est de la blockchain. Là, on est en train de faire quelques projets en parallèle, typiquement sur de l'assurance, sur un peu de la tokenisation d'actifs immobiliers. On a un panel assez sympathique de projets. On ne fait pas de marketing, on ne fait pas de branding, on ne fait pas de stratégie communautaire. On est vraiment purement et simplement sur la tech, en gros, sur l'infrastructure, la tech. On peut bien évidemment aider à monter une petite strate auprès de notre client, mais c'est pas notre cœur de métier. Et typiquement, si on nous demande de faire une mission de tokenomics, on va lui dire si c'est une petite entre guillemets, si c'est pas très important, si c'est pour vous faire une idée. Nous, on a une personne qui gère bien les chiffres, mais on va rediriger vers un prestataire, un partenaire. Donc ça, c'est Unblocked. On est vraiment sur la partie tech. Et dans tout ça, donc moi j'ai pas connu le début de Consent Chain, donc là je vais l'expliquer, c'est plutôt Patrice, mais j'ai quand même vachement bien rattrapé le wagon, donc je peux en parler assez librement. On a donc Consent Chain, alors attention là il faut bien se tenir parce que c'est un peu c'est une expertise métier, donc je vais essayer de pas utiliser des mots trop compliqués ou des notions trop complexes. Alors Consent Chain simplement c'est une solution de gestion et de recueil du consentement du patient dans le cadre des essais cliniques avec la technologie blockchain. C'est un projet qui, en fait, a été lancé à la suite du Covid. Pendant ce Covid, Patrice et Roxana, qui est une professeure émérite, qui était du coup une professeure émérite à l'université de Montpellier, ils se sont dit mais il faut traquer les tests PCR. Avec la blockchain, là, allons-y. On est tous confinés, on a un peu rien à faire, on a peut-être un cas d'usage. Allons tracer les tests PCR. Mon test PCR à tracer quand on se bat contre l'État, c'est un peu compliqué. Donc tout de suite, ils se sont rendus compte qu'ils allaient perdre la bataille d'être meilleurs que l'État entre guillemets. Et en fait, Roxana a dit, mais attends, et si on traçait tout simplement le consentement, voilà, le consentement du patient dans le cadre des essais cliniques. Elle est à l'université de Montpellier, elle a dit, bah nous, écoute, on peut avoir un appel à projet avec du financement de la région Occitanie, remplissons le dossier avec Unblocked en tant qu'expert technique et un peu leader sur la prod, sur le développement, et on verra. Donc le dossier a été accepté. En mi-2021, on a reçu les subventions à hauteur de à peu près 400 000 euros. Donc c'est pas rien. Ça permet, et en fait, ça nous a permis d'avoir ces 2 années de recherche, donc de 2001
À fin 2022, en fait, on a eu une phase de R&D avec l'Université de Montpellier, du coup, et la Toulouse Business School. Ils se sont vraiment occupés à faire toute une sorte de dossier à benchmarker, avoir des documents stratégiques, des documents techniques, comment l'architecture de la solution demain serait envisagée. Et ensuite, après ces des ans de R&D, on s'est tous regardés et on a dit bon, est-ce qu'on continue? La région au tout début ne croyait pas trop parce que bon blockchain, parce que bon c'est compliqué et en fait on leur a montré après ces 2 ans de R&D qu'il y avait vraiment quelque chose. On a quand même interviewé un peu plus de 50 professionnels de la santé qui nous ont clairement dit que ouais il y a un problème effectivement sur le recueil du consentement du patient dans le cadre des essais cliniques. Je reviendrai après sur le use case, sur la solution, pourquoi on a choisi de faire ce recueil de consentement. Mais c'est juste pour terminer sur l'histoire de ce qu'on a fait en gros des accomplissements et après du coup depuis début 2023 on a lancé la prod du prototype qui a été livré il y a 2 semaines. Donc là je vous parle, on est en phase de recettage, ce qu'on appelle. On est passé par un sous-traitant parce que un sous-traitant de la région de Montpellier, parce qu'on est financé par la région Occitanie, avec grand plaisir de faire bosser un acteur de la région. Et en fait, voilà, nous, Unblocked, on a pris ce prototype qui était livré par sous-traitant. Et là, actuellement, on est en train de le recetter, on est en train de le tester, on est en train de monter un use case, un parcours client, un parcours utilisateur, un parcours patient, pour vraiment l'affiner et avoir le meilleur prototype qui soit. Et du coup, la next step, c'est de passer de prototype à proof of concept et proof of concept à MVP. Et là, on est en plein dedans dans la recherche en fait de financement parce qu'on ne pourra pas s'appuyer à terme et tout le temps sur le financement public. Là, on est en pleine recherche de levée de fonds, du coup. Donc, c'est quelque chose de super intéressant parce que tu parles de use case, tu parles d'exemples concrets et c'est vrai que dans le domaine de la blockchain, je pense qu'on a un manque de reconnaissance. C'est mon avis personnel, mais on a un manque de reconnaissance sur l'utilité de tous les jours. En fait, l'être humain, pour moi, il a besoin de voir un changement devant ses yeux, en fait, à l'aide de quelque chose. On parle à droite à gauche, la blockchain, ça fait ci, ça fait ça, mais peut-être l'être humain, il va te dire devant, mais oui, mais moi, je vois rien changer, en fait, donc j'ai besoin de changement. Et c'est là où Consent Chain est super intéressant, parce qu'on est en plein dedans, on est en train d'essayer de solutionner un réel problème qui existe depuis assez longtemps dans le cycle d'un essai clinique. Alors très rapidement, parce que sinon je peux en parler des heures et des heures, mais dans un essai clinique, ce qu'il faut savoir dans 85%, alors disclaimer, je suis pas un expert de la santé, j'ai appris en 7-8 mois, donc je dis des choses qu'on m'a racontées, que j'ai lues, mais en aucun cas c'est moi qui avance une donnée, mais c'est qu'à 80-85%, le consentement du patient dans le cadre d'un essai clinique, il est fait sur papier. Donc demain, je donne un exemple, on veut synthétiser un nouveau médicament pour la maladie Alzheimer. C'est un big pharma qui va du coup financer ces recherches-là, cet essai clinique. Il va dire, moi, par exemple, Sanofi, j'ai envie de développer un nouveau médicament pour vaincre Alzheimer. J'alloue, je sais pas, 2 millions pour cet essai clinique. Et c'est une entité extérieure qui va devoir chercher des patients. Donc ces patients sont recrutés, ils vont auprès de leur médecin investigateur et c'est là où ils signent leur consentement pour participer à l'essai clinique et c'est un consentement qui est fait sur papier. Typiquement, dans les interviews, on nous a dit, mais c'est un papier avec craft en 3 exemplaires. Un pour le médecin, un pour le patient et un pour tout le process. Donc, on connaît le papier, hein, ça peut être perdu, ça peut être falsifié, ça peut être, on peut avoir mal écrit une donnée. Et en fait, ce consentement, c'est la base et une espèce de condition sine qua non pour tout le process de l'essai clinique. C'est-à-dire que, in fine, c'est le Big Pharma, quand il reçoit toutes les données de cet essai clinique et qu'il n'arrive pas à prouver que Jean-Michel, il a signé bien et on a bien son consentement entre les mains au moment où on veut synthétiser un nouveau médicament, l'essai clinique, il est biaisé. Donc, nous, on s'est dit dans tout ça, la blockchain, elle a un intérêt parce qu'en fait, si on recueille que la preuve du consentement sur la blockchain, eh ben, c'est immuable, c'est sécurisé, c'est immuable, c'est transparent et ça vient résoudre, on va dire, un problème
d'interopérabilité, parce qu'il y a tellement d'acteurs dans un essai clinique qui se trimballent avec le consentement du patient qu'on s'y perd en fait. Donc là, on vient apporter une solution assez centrale. Alors attention, c'est une solution décentralisée, mais centrale, parce qu'en fait, on vient stocker que la preuve du consentement sur la blockchain. On pourra mettre à disposition un outil aux big pharma qui n'ont pas le droit d'avoir accès aux données de santé. Ils ont juste besoin de conserver le consentement de Jean-Michel, mais ils n'ont pas le droit de savoir qu'il s'appelle Jean-Michel, qu'il a 38 ans et qui fait 70 kilos. Ils n'ont absolument pas le droit de stocker ces données. Ils sont obligés d'aller dans les centres investigateurs pour se renseigner. Et là, avec le chiffrement homomorphe, on va pouvoir dire aux big pharma, aux promoteurs, Sanofi, Pfizer, etc., AstraZeneca, mais écoutez, avec notre solution, vous allez pouvoir faire tout un tas de KPIs, tout un tas de données, tout un tas de calculs, tout un tas de dashboards sur des données qui sont cryptées, et vous aurez jamais accès à la personne qui a mis à disposition ces données. C'est ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe. Donc en fait, pour résumer, Consent Chain, on vient stocker la preuve du consentement du patient sur la blockchain. On ajoute le chiffrement homomorphe pour avoir cette vraie question d'anonymat, mais de quand même pouvoir travailler sur les données anonymes. Et ensuite, une IA qui vient faire son entraînement et son travail d'IA pour optimiser les recherches, optimiser les flux de patients et avoir une amélioration continue sur Consent Chain. C'est un réel plaisir de pouvoir travailler sur un cas d'usage concret, quoi. On rencontre des acteurs toutes les semaines, des big pharma, parce que dans un essai clinique, il y a une multitude d'acteurs et en fait, on les rencontre tous. Et on sent en fait l'envie et l'intérêt de se rattacher à quelque chose de réel avec la technologie blockchain. Et là, désolé de l'expression, mais c'est un pur kiff, quoi. Enfin, en tant que blockchain enthousiaste, c'est quelque chose qui est, enfin, on peut pas mieux faire, en tout cas, dans le monde entre guillemets de la blockchain du Web3, de travailler avec un outil qui est la blockchain sur un cas d'usage qui est réel, quoi. On le touche du doigt, il est palpable, on va dire. En tout cas, on sent que tu es vraiment habité par le projet, on sent que tu y crois et tu sais le vulgariser parce que j'ai pas trouvé que c'était si technique que ça, donc bravo à toi. Moi, j'ai une Merci. question là sur peut-être sur votre go-to-market et peut-être aussi sur votre modèle économique. En fait, aujourd'hui, finalement, à qui vous envisagez de vendre la solution et ça va être quoi un peu le modèle économique? Est-ce que vous allez avoir, je sais pas, une tarification par consentement? Enfin voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus si c'est pas confidentiel? Eh ben non, c'est pas confidentiel et t'as vraiment pointé, t'as quasiment étalé notre business model. Alors aujourd'hui, à qui on va le vendre? À court terme, encore une fois, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça fait beaucoup. À court terme, on va vendre notre API de recueil du consentement, donc c'est sous forme d'API. On va se greffer en fait au logiciel d'e-santé parce qu'aujourd'hui, dans un essai clinique, t'as ce qu'on appelle des ICRF, qui sont des logiciels spécialement conçus pour les essais cliniques. C'est là où on vient rentrer toutes les datas auprès des CHU, auprès des patients, auprès des médecins investigateurs, auprès des big pharma. Donc ça, c'est un premier temps. C'est vraiment pour se lancer, pour faire une sorte de MVP. En fait, ça sera la première année. Hein. Si tout se passe bien, ça sera en 2024 où on vendra cette API à ces fameux logiciels de santé. Et en fait, à long terme, on va s'étendre un peu à alors la cible principale, ça sera le big pharma, parce qu'en fait demain on pourra leur mettre à disposition un logiciel, un dashboard pour gérer, pour valider toute la chaîne du consentement et derrière du coup les données de santé, parce que en fait on sera vraiment un outil en mode SaaS B2B pour les big pharma. C'est un outil d'audit pour savoir si les consentements sont bien faits. C'est un outil d'optimisation, ça va être un outil de recherche, d'orientation, etc. Donc le modèle est vraiment SaaS B2B et la facturation, on part sur effectivement une facturation au consentement et à l'ouverture de la licence par essai clinique. Donc bon, encore une fois, c'est challengeable, encore une fois, on va peut-être bouger, mais en tout cas, c'est le meilleur business model sur lequel on veut avancer parce qu'il a été validé, parce qu'il est voilà, c'est un peu le modèle type d'un modèle SaaS. Donc c'est facturation par consentement avec une facturation pour l'exploitation de la licence par essai clinique. Et tout ça, on le vend Big Pharma et ces fameux logiciels d'e-santé qui sont spécialisés dans les essais cliniques. Merci beaucoup pour ta réponse. Alors, si on se projette un petit peu aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui te hype particulièrement? Je sais pas, une tendance en cours dans le Web3, un projet en particulier ou une personne voilà qui t'inspire? Qu'est-ce que tu me dirais là-dessus?
Alors, une tendance, franchement, j'invite tout le monde qui écoute ce podcast à creuser le chiffrement homomorphe, parce qu'en fait, c'est quelque chose. Alors, j'étais pas là en 2008 quand Bitcoin enfin, j'étais pas là. Si, j'étais là, mais je n'ai pas vécu le début de Bitcoin. Mais en fait, c'est un peu pas la même histoire que la blockchain, mais bon, comment dire, il y a quelques ponts, il y a quelques liens qui sont, parce qu'en fait, la blockchain, c'est simplement, c'est plusieurs technologies, c'est plusieurs concepts mathématiques, physiques, etc., qui ont été en fait mis bout à bout, liés par une personne ou un groupement de personnes, en gros. Et ensuite, on appelle ça, entre guillemets, blockchain. Et le chiffrement homomorphe, en fait, ça existe depuis des années, ça existe depuis 30 ans. Et la blockchain, ça a permis de remettre à jour ce concept qui est le chiffrement homomorphe. Et franchement, le doux rêve des blockchaineux, on va dire, c'est l'anonymat. C'est vraiment l'anonymat. Aujourd'hui, on parle de pseudo-anonymat, on n'arrive pas trop. Quand il y a de l'anonymat, on pense que c'est dangereux derrière. Enfin voilà, il y a une espèce de flou et un doux rêve de l'anonymat. Pour moi, le chiffrement homomorphe apporte cette couche d'anonymat sans restreindre la possibilité de calcul et d'exploitation des données anonymes. Et ça, c'est game changer. Et ça, on l'adapte à tous les modèles, qu'ils soient Web3 ou Web2. C'est juste, enfin voilà, si on y arrive, c'est toujours en phase de développement. On peut citer la boîte française Zama, ZAMA, qu'on a rencontré et qui sont, qui vont faire leur DevNet mi-juillet. Ils vont lancer ça, voilà, ils vont faire leur DevNet. Donc ça, c'est pour moi la tendance, la hype. Je mettrais peut-être un peu l'IA, mais le chiffrement homomorphe, c'est un peu plus complexe et on va dire fun. Et un projet, j'ai envie de le citer, un projet, pour moi, c'est MyDID, porté par Bastien Eballard et Frédéric Martin, et bien sûr d'autres. Mais Bastien, c'était un prof chez Alira, et en plus, maintenant, on se connaît personnellement, donc c'est sur l'identité décentralisée. Et franchement, on est à peu près sur les mêmes notions, l'anonymat, l'identité décentralisée. Donc ouais, MyDID, c'est un peu mon projet coup de cœur de cette année, parce qu'en plus Bastien m'y a bien expliqué. Et pour moi, l'identité décentralisée, c'est quelque chose on doit tendre vers cette identité décentralisée pour apporter énormément de plus-value au monde, quoi. Enfin, c'est un peu généraliste comme phrase, mais c'est vrai, quoi. Enfin, l'accès à la scolarité, on a énormément de sujets liés à l'identité centralisée qui doit être résolue par l'identité décentralisée. Donc, le chiffrement homomorphe en termes de tech et en termes de projet MyDID, identité décentralisée. Yes, bah écoute, merci pour les partages. Alors écoute, l'homomorphic encryption, on en avait déjà parlé il y a quelques épisodes avec Carolina Gorna là, qui travaille en sécurité chez Ledger, et j'avais C'est un petit vrai. peu digué. Et effectivement, c'est hyper intéressant. Donc on remettra le lien peut-être vers une ressource sur ce sujet-là. Et puis bah le projet dont tu nous as parlé, effectivement, alors celui-là je le connais pas précisément, j'irai aussi regarder, puis on mettra bien sûr le lien en description. Bon, on arrive à la dernière question du podcast. Ça passe trop vite comme d'hab. Voilà, est-ce que tu pourrais C'est vrai. me dessiner ton Web3 idéal dans 10 ans? Voilà, si tu pouvais le dessiner toi-même avec une feuille, un crayon, qu'est-ce que tu me dessinerais? Tu m'as parlé d'identité décentralisée, ça semblait être quelque chose qui te tient à cœur. Est-ce que c'est ça que tu me dessinerais? Est-ce que c'est autre chose? C'est un tout, c'est un idéal qui est assez complexe à s'imaginer, parce que on voit avec les 2022, il y a eu beaucoup d'aléas dans le monde de la blockchain, il y a beaucoup de Black Swan, etc. Mais en tout cas, dans 10 ans, moi j'espère sincèrement que sans rentrer dans des notions complexes ou des cas d'usage, j'ai vraiment envie que le Web3 en fait apporte cette couche de remettre l'utilisateur au centre de tout. Parce qu'en fait, in fine, le monde il tourne. Encore une fois, c'est généraliste, c'est très philosophique, mais le monde il tourne grâce aux utilisateurs en fait. C'est le consommateur qui permet tout ce qu'on est en train de vivre. Et si avec le Web 3, parce que moi, bon, à bas les banques, les trucs comme ça, au bout d'un moment, enfin voilà, je suis pas parti de ça, et au bout d'un moment, on a besoin un peu de banque quand même. Mais pour moi, le but du Web 3 est, si vraiment, dans 10 ans, si le Web 3 permet de recentraliser la place du consommateur, de l'utilisateur, sur tout l'écosystème, qu'il soit informatique, qu'il soit même au niveau d'une transparence par rapport au supply chain, de savoir ta brique de lait exactement, que ça soit transparent, sécurisé, immuable, et que toi tu sois sûr à 100% que cette brique de lait elle vient bien d'un agriculteur de Bretagne, quoi. Si on arrive à ça dans 10 ans, je pourrais dire, je pourrais mourir tranquille, parce que ça veut dire qu'on aura réussi cette envie
de décentraliser tous les mécanismes, qui soient financiers, qui soient industriels, qui soient énergétiques. Et là, on arrivera à quelque chose d'assez beau. Je doute que dans 10 ans, on arrive à ce modèle-là. Mais en tout cas, j'espère énormément qu'on va y arriver. Et on fait tout pour y arriver parce que on a vraiment, on voit l'évolution de l'utilisation de la blockchain, hype des NFT, l'IA, etc. Mais on tend plus vers des use cases qui sont pratico-pratiques. Et donc, on arrive tout doucement à vraiment utiliser la blockchain dans la vie de tous les jours. Et ouais, dans 10 ans, si l'être humain peut être vraiment recentralisé au cœur des échanges de tout type, on aura gagné. Je pense qu'on aura peut-être pas gagné la guerre, mais une très belle bataille en tout cas par rapport au monde qu'on connaît actuel. Bah écoute, ouais, je partage totalement, hein. Je pense qu'il y a peut-être pas encore eu le use case, tu vois, waouh, qui fait qu'à un moment donné, il y a une révélation au niveau mondial des gens qui se disent waouh, effectivement, cette technologie est vraiment incroyable, même si bien entendu, on est quand même déjà des millions de convaincus et à voir ce que c'est, mais il n'y a pas eu peut-être encore l'effet waouh, tu vois, tel qu'il y a eu avec l'arrivée de ChatGPT où tu t'es dit voilà, en tapant 3 lignes et un prompt, j'arrive à trouver des trucs incroyables et donc ouais, écoute, bah merci pour le partage de ta vision, on verra en tout cas ce qu'il adviendra. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans le podcast. Je pense que tu as un parcours très intéressant à analyser aussi pour tous ceux qui ont envie de rejoindre l'écosystème, un projet ambitieux et qui répond à une vraie utilité pour une industrie et qui a un super cadre d'usage de la blockchain. Donc écoute, c'était vraiment un plaisir Maxime et puis écoute, j'espère qu'on pourra se croiser physiquement bientôt et puis je te laisse le mot de la fin pour conclure si tu veux dire un petit mot. Déjà un grand merci à toi Romain parce que je suis un auditeur fréquent de tes podcasts et c'est de la qualité et on a besoin de ce genre de support en tout cas de service et c'est encore une fois bienveillant. Et le mot de la fin, je dirais pour tous ceux qui nous écoutent de pas parce que pareil quand j'étais chez Alira quand je suis passé en podcast la question c'était oui mais comment on fait pour travailler dans le Web 3. En fait, on fait pas. Il n'y a pas de remède, il n'y a pas c'est appliquer ces compétences du Web 2 en ayant une veille active du Web 3. Mais les compétences Web 3, c'est les compétences Web 2. Donc voilà, donc c'est un peu le mot de la fin. Tout le monde peut mettre un pied dans la blockchain et dans le Web 3. Il suffit juste un peu d'enthousiasme, de recherche et effectivement beaucoup de rencontres. Parce que pourquoi on est là, c'est parce qu'on s'est rencontrés au détour d'un jury à l'IRA, c'est bienveillant et là on partage une belle expérience et ça permet de faire grandir. 100% aligné. Salut. Ciao Romain, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. À très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.